La troisième vidéo de cette série est consacrée aux acteurs du conflit, le nationalisme juif ou sionisme et le nationalisme palestinien. Alors j'ai finalement décidé de couper cette vidéo en deux. La vidéo 3 est consacrée uniquement au sionisme et c'est seulement à partir de cette vidéo, donc que j'appelle 3 bis, que j'aborde le nationalisme palestinien. Je voudrais tout d'abord rappeler le choix que j'ai fait. Il s'agit bien d'un choix basé sur une conviction. Je ne crois pas que le cœur du problème, ce soit l'affrontement entre l'Occident et l'islamisme. Le cœur du problème, selon moi, c'est la rivalité entre deux peuples, israéliens et palestiniens, qui revendiquent la même terre. Et à mon avis, le rôle de l'historien, ce n'est pas de dire qui a raison, mais d'essayer de comprendre ce qui a mis ces deux peuples dans cette situation. Concernant le sionisme, j'ai essayé de montrer dans la vidéo précédente que la revendication d'un État juif en Palestine n'était pas une lubie apparue soudainement et on ne sait pas trop pourquoi à la fin du XIXe siècle, mais un mouvement porté par des courants très profonds et très anciens qui s'appelle l'héritage biblique, la montée et les victoires des nationalismes au XIXe siècle, et enfin une réaction à un antisémitisme qui s'est manifesté depuis des siècles. De même, le nationalisme palestinien. Alors les gens qui n'aiment pas le nationalisme diront le mouvement national palestinien est porté par des tendances de fond. Et j'en vois trois. Le nationalisme palestinien est porté, ou plutôt précédé, par quelque chose de très large. L'émergence, à partir de la fin du XIXe siècle, d'un nationalisme arabe. À l'intérieur de ce nationalisme arabe s'est construit progressivement un nationalisme spécifiquement palestinien. C'est le résultat de l'histoire particulière du peuple palestinien, faite en grande partie d'isolement, de solitude. Enfin, ce nationalisme s'est servi d'outils idéologiques puissants, mais qui ont pu changer. En gros, d'abord le progressisme d'origine européenne, puis l'islamisme politique. Voilà, me semble-t-il, les trois moteurs de la fusée, si on veut reprendre cette métaphore, et c'est leur puissance qui a permis aux Palestiniens de remporter la seule victoire qu'ils aient connue depuis 1948, qui est d'exister toujours. Premier moteur, l'émergence et le renforcement d'un nationalisme arabe. Le XIXe siècle, je l'ai souligné dans la vidéo précédente, est en Europe le siècle des nationalités, de l'affirmation et la victoire de peuples qui n'avaient pas d'État et qui en obtiennent un. Ces victoires s'étendent même jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsque le principe des nationalités triomphe dans toute l'Europe centrale sur les ruines des anciens empires. Si la carte de l'Europe a été bouleversée en un siècle par les victoires des nationalités, on imagine mal que ce principe des nationalités ne se répande pas en dehors de l'Europe, à une époque où c'était l'Europe qui énonçait ce qui était bon pour l'avenir de l'humanité tout entière. Nous avons déjà vu que le sionisme est né au XIXe siècle comme l'un des nationalismes européens, à ce détail près qu'il revendiquait un territoire hors de l'Europe. Mais le monde arabe, bien sûr, devait à son tour, en fait à peu près en même temps, être touché par ce virus européen, l'idée que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Lorsque le monde arabe, au XIXe siècle, commence à être atteint par le virus européen du nationalisme, il est héritier d'une trajectoire historique de plus de 1000 ans qu'il faut rappeler.
Ce monde arabe a été autrefois grand, puissant, riche, prestigieux, et cette grandeur était étroitement liée à l'islam. La conquête arabe commence dès la mort du prophète en 632, et cette conquête est à la fois une arabisation et une islamisation. C'est l'une des conquêtes les plus stupéfiantes de l'histoire. En un siècle, elle s'étend de l'Atlantique à l'Asie centrale et elle s'arrête lorsqu'elle a atteint les limites de ses possibilités. Dans cet espace immense se construit une brillante civilisation. Vers l'an 1000, les villes arabes comptent parmi les plus grandes, les plus belles et les plus prestigieuses. Mais cette conquête arabe s'est très vite divisée sur des questions à la fois religieuses et dynastiques, Omeyyades, Abbassides, etc. Alors des divisions complexes et mouvantes qui sont rappelées ici de façon symbolique et schématique. À l'est, la Perse a été facilement vaincue et islamisée dès le 7e siècle. Mais elle n'a pas été arabisée. Elle reste perse, retrouve son indépendance politique et adhère à un courant dissident de l'islam, le chiisme. Plus à l'est, un autre peuple est islamisé, les Turcs. Mais il reste turc. Et après la prise de Constantinople en 1453, ils installent leur empire ottoman sur tout le Moyen-Orient et l'est du bassin méditerranéen. À partir du XVIe siècle, c'est l'Empire ottoman, et non plus le monde arabe, qui incarne la puissance et le prestige de l'islam. Peu de régions arabes échappent à la domination ottomane. À l'ouest, le Maroc, et à l'est, l'intérieur de la péninsule arabique. L'Empire ottoman atteint son extension maximum au XVIIe siècle. Mais dès cette époque, le flambeau de la puissance et surtout de la modernité est passé aux mains de l'Europe. Sous la pression des puissances européennes, Russie comprise, l'Empire ne cesse de reculer du XVIIe au XIXe siècle. En 1914, il contrôle encore tout le Moyen-Orient. Mais sur les territoires arabes qu'il a abandonnés, c'est la domination européenne qui l'a remplacé. En 1914, il n'y a pas dans le monde un seul État arabe indépendant. Seul l'intérieur de la péninsule arabique connaît une certaine autonomie. Différents clans arabes s'y affrontent et le clan des Saouds ne l'a pas encore emporté. Dans ces conditions de dépendance, les peuples arabes devaient bien sûr être tentés par l'idée européenne de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ces idées attirent d'abord des intellectuels occidentalisés et écrivant en français. C'est le cas de Neguib Azouri, qui publie en 1905 en français et à Paris Le réveil de la nation arabe dans l'Asie turque. Azouri est libanais et chrétien. Son texte est un pamphlet violemment anti-turc, mais également très pro-occidental. Il appelle à la protection des peuples arabes par les Occidentaux, spécialement par la France, contre les Turcs et les Russes. Azouri, qui est frotté de culture française, qui a vécu en France, a lu Maurras et Barrès. Il a rencontré Barrès. Il partage l'antisémitisme de la droite française au lendemain de l'affaire Dreyfus. Il écrit ces lignes qui ont rendu son livre célèbre, en le faisant passer pour prémonitoire. Deux phénomènes importants, de même nature et pourtant opposés, qui n'ont encore attiré l'attention de personne, se manifestent en ce moment dans la Turquie d'Asie. Ce sont le réveil de la nation arabe et l'effort latent des Juifs pour reconstituer sur une très large échelle l'ancienne monarchie d'Israël. Les deux mouvements sont destinés à se combattre continuellement, jusqu'à ce que l'un d'eux l'emporte sur l'autre.
Du résultat final de cette lutte entre ces deux peuples, représentant deux principes contraires, dépendra le sort du monde entier. Alors ne décernons pas trop vite le titre de prophète à Négui Bazouri. Pour ma part, je crois que le plus important dans ce livre, c'est le titre. L'idée d'un réveil de la nation arabe, cette idée est dans les têtes avant 1914, et elle va se manifester dans la réalité quand elle en aura l'opportunité. L'opportunité, c'est la Première Guerre mondiale et la révolte arabe contre les Turcs en 1916, révolte attisée par les Anglais. C'est l'épisode rendu célèbre par Laurence d'Arabie. La révolte commence dans le sud de la péninsule, mais elle s'étend à la Palestine en 1917. La révolte arabe prend Aqaba en juillet 1917. Les Anglais entrent à Jérusalem en décembre 1917, mettant fin à 4 siècles de présence ottomane. Deuxième moteur, un nationalisme proprement palestinien. L'ambition de la révolte arabe, c'était la création, après la victoire, d'un grand royaume arabe qui serait bien sûr dirigé par la dynastie hachémite. On sait que ça ne s'est pas passé comme ça. La France et l'Angleterre, après la défaite de l'Empire ottoman, ont pris en main la région, provisoirement, à travers des mandats de la SDN, mais pris en main quand même, renvoyant l'indépendance arabe à un avenir indéterminé. D'autre part, l'Angleterre, par la déclaration Balfour de 1917, s'est déclarée favorable à la création en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, foyer national pouvant accueillir l'immigration juive. Après la guerre, pour le nationalisme arabe qui a été berné, vient le temps des révoltes contre la France ou contre l'Angleterre. Mais on est désormais en présence de différents mouvements nationalistes agissant dans le cadre des différents mandats, Syrie, Irak, etc. Et à l'intérieur de la Palestine, qui est un des mandats confiés à l'Angleterre, le nationalisme arabe connaît une situation particulière qui n'existe qu'en Palestine. Il affronte à la fois la domination britannique et l'immigration juive, organisée par le mouvement sioniste et acceptée par les Britanniques. Cette singularité du cas palestinien n'a fait que se renforcer dans le courant du XXe puis du XXIe siècle, lorsque les autres nationalismes arabes, puis les États arabes, ont montré qu'ils n'avaient pas l'intention de sacrifier leurs propres intérêts à la défense des Palestiniens. En somme que les Palestiniens étaient seuls et que s'ils ne se battaient pas, personne ne le ferait à leur place. Comment cela s'est-il manifesté ? J'y reviendrai plus en détail dans la vidéo suivante sur l'évolution du rapport de force. Pour l'instant, notons deux aspects. Premièrement, jusqu'en 1967, les Palestiniens attendent leur salut de la victoire des États arabes et de leurs armées. Or, les guerres de 1948, 1956, 1967 ont montré que ces armées étaient incapables de surclasser Israël, donc qu'il n'y avait rien à en attendre. Deuxièmement, de 1979 à nos jours, des États arabes, et non des moindres, ont reconnu l'État d'Israël et signé des traités qui prennent en compte leurs intérêts d'État arabes, mais oublient à peu près complètement ceux des Palestiniens. Troisième moteur, des outils idéologiques puissants. Les peuples qui se battent ne se battent pas seulement avec des fusils. Ils ont aussi besoin d'outils ou d'armes idéologiques qui, tout à la fois, justifient leur combat et stimulent leur ardeur au combat. Pour le nationalisme arabe en général et palestinien en particulier, les combattants ont toujours pu se servir dans deux magasins idéologiques bien différents.
le magasin des idées progressistes européennes, liberté, égalité, fraternité, progrès, socialisme, ou alors le magasin de l'islamisme au sens le plus général, c'est-à-dire l'islam vu non seulement comme une religion, mais comme une vision de la société et un programme politique. Dès les premiers pas du nationalisme arabe, les deux courants sont en concurrence pour dire c'est nous qui fournissons les meilleurs outils, les armes les plus efficaces. Avant 1914, un homme comme Negui Bazouri, dont nous avons déjà parlé, ne cache pas son admiration pour l'Occident et ses idées, pour la France en particulier. Mais avant 1914, des intellectuels musulmans ont déjà pris la parole pour défendre la cause d'un islam offrant une solution aux problèmes du monde oriental. Parmi eux, Jemal al-Afrani, qui connut en France une certaine notoriété pour la controverse qu'il a entretenue avec Renan en 1883 par presse interposée. Ceci pour souligner que le débat sur le rapport entre l'islam et la modernité n'est pas nouveau. On peut dire malgré tout que jusqu'aux années 1970, le nationalisme arabe et palestinien puisent l'essentiel de leurs idées et de leurs programmes dans le registre progressiste occidental. On se réclame de la liberté et de l'égalité des peuples, de la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme, du socialisme qui ouvre la voie du progrès aux peuples pauvres, etc. L'Égypte, la Syrie, l'Irak, le Yémen acceptent l'aide militaire et les conseils économiques de l'URSS. Ces pays sont tentés par le panarabisme, une union de républiques arabes laïques plus ou moins socialistes. Pour mesurer à quel point cette époque est loin de nous, on peut écouter ou réécouter, c'est très facile à trouver sur YouTube, le discours de Nasser en 1958, se moquant des frères musulmans et de leur prétention de faire porter le voile aux femmes. Le plus intéressant dans cette vidéo étant à mon avis les hurrahs que Nasser soulève dans le public, qui est pourtant uniquement masculin. Du côté des Palestiniens, dans les années 1960-70, des organisations comme le Front populaire de libération de la Palestine se réclament ouvertement du marxisme et de la révolution socialiste. Ils n'ont jamais été majoritaires, mais ont connu une influence non négligeable. Vers 1970, le FPLP est le deuxième mouvement palestinien par son importance, après le Fatah de Yasser Arafat. La force mobilisatrice de cette idéologie occidentale progressiste est immense. En Russie et en Chine, elle a soulevé les montagnes. Pourquoi n'offrirait-elle pas une solution aux problèmes du monde arabe? Sauf que dans le monde arabe, la victoire n'a pas été au rendez-vous. Lorsque le modèle socialiste et la puissance soviétique se fissurent pour finir par s'écrouler en 1989-91, on a cru naïvement en Occident que la pensée libérale conservatrice allait remplir le vide. En réalité, les peuples musulmans qui se considèrent opprimés se sont tournés vers une autre pensée révolutionnaire, l'islamisme, qui existait depuis longtemps et qui avait déjà fait une percée spectaculaire en 1979 avec, en janvier-février 1979, la victoire de la révolution islamique en Iran, première révolution du XXe siècle, qui ne se réclame pas d'une idéologie occidentale. Et puis en novembre 1979, à la Mecque, l'occupation sanglante de la Grande Mosquée par des étudiants islamistes, majoritairement saoudiens,
qui reproche à la monarchie saoudienne d'avoir trahi l'islam. En somme, lorsque les idées progressistes occidentales ont reflué, elles ont été remplacées par un islamisme radical dont la force de mobilisation est comparable et qui fournit lui aussi une explication des malheurs du présent, des moyens de lutte et un objectif pour l'avenir. Le nationalisme palestinien en est là aujourd'hui, après la séquence sanglante qui s'est ouverte en octobre 2023. L'OLP, qui se confond aujourd'hui avec l'autorité palestinienne, est discrédité par son incapacité à imposer une solution au problème palestinien. Le FPLP existe toujours, mais c'est un tout petit groupe qui s'est résigné à soutenir le Hamas. Enfin, le Hamas, mouvement de la résistance islamique, apparaît comme celui qui continue la lutte contre vents et marées et qui a remis la question palestinienne au centre du débat. Pour comprendre comment on en est arrivé là, j'évoquerai dans la prochaine vidéo l'évolution du rapport de force entre les deux nationalismes, juifs et palestiniens, depuis l'origine du conflit.